All right. Bonjour tout le monde. Je vais juste me confirmer peut-être que vous entendez bien, vous m'entendez. Ouais, ouais. Super, merci. Good. Alors, bienvenue à cette rencontre d'information de Polyloop pour la rentrée 2021. Fait que tout d'abord, merci d'être venu, là. Merci de vous intéresser au projet. On est super content là, de pouvoir intégrer des nouveaux dans l'équipe. Donc, bienvenue à tout le monde. Euh, Avant de commencer, là, on fait la réunion sur Zoom, puis on n'est comme pas sûr si ça va arrêter après 40 minutes, là. Donc, si jamais ça arrête après 40 minutes, faites juste recliquer sur le même lien, là, puis on va continuer. Mais de toute façon, la rencontre ne devrait pas être très longue, là. Ça devrait rentrer dans les 40 minutes. Donc, c'est ça. Donc, si vous, dans le fond, le plan de la présentation aujourd'hui, rapidement, là, je vais commencer par vous introduire sur c'est quoi le Hyperloop, c'est quoi la technologie, s'il y en a qui sont encore pas familiers avec ça, le projet mondial. Ensuite, comment Polyloop, nous, on s'introduit dans ce projet mondial-là. Je vais vous expliquer notre fonctionnement à l'interne, comment on fonctionne, la structure de l'équipe, les équipes administratives. Ensuite, mes collègues Jacob, Clara et Mathieu vont vous expliquer les différentes équipes techniques, c'est quoi qu'ils font. Et je vais terminer par le processus de recrutement. Donc c'est ça. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, les gardez pour la fin. On va répondre aux questions. Donc, c'est ça. On va commencer. Donc, c'est quoi le Hyperloop? Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Hyperloop, en fait, c'est une idée qui existe depuis très longtemps, un concept, mais ça a été popularisé plus en 2013 là, par Elon Musk, qui a vraiment comme concrétisé sa vision d'un Hyperloop. Et ça consiste en fait à des tubes dépressurisés dans lesquels on enlève l'air. Et il y a des capsules qui sont autopropulsées, donc souvent par propulsion électromagnétique dans ces tubes-là. Donc, tout ça, ça réduit la friction de l'air et ça permet à la capsule de voyager très rapidement. Là, théoriquement, quand Elon Musk a proposé l'idée, théoriquement, ça pourrait atteindre, il dit, plus que 1000 km/h. Donc, ça, c'est plus rapide qu'un avion. C'est ultra, ultra vite. Mais c'est aussi un nouveau moyen de transport qui serait 100% électrique. Donc, si par exemple, il est alimenté par des sources d'énergie renouvelable, ça ferait un moyen de transport super durable pour l'avenir. Et finalement, ben, Elon Musk, lui, quand il est venu avec l'idée du Hyperloop, il a décidé de ne pas se lancer personnellement dans le projet. Il n'a pas breveté le projet, la technologie, et il a plutôt lancé l'idée au monde entier. Fait qu'à travers ça, il y a des différentes compagnies privées qui se sont lancées, qui ont décidé de développer une version commerciale du Hyperloop. Mais il y a aussi des équipes comme la nôtre, dans le fond, des équipes étudiantes qui ont parti dans le monde, dans le but de contribuer à l'innovation en matière de Hyperloop, mais aussi de participer à une compétition que je vous parlerai un peu plus tard. Donc, c'est ça, Polyloop Montréal, nous, on est une société technique à Poly qui a en fait pour but de développer la technologie Hyperloop. On est la première équipe Hyperloop au Québec. Donc, ça, c'est quand même important de le mentionner. On est la seule équipe dans toutes les universités québécoises qui a un projet de Hyperloop. Et on aime bien dire aussi qu'on est la prochaine génération d'ingénieurs parce que dans le fond, là, je veux pas trash talk sur les autres ST, mais on est une des seules ST qui travaille vraiment sur un projet qui a un réel potentiel, si on peut dire, là, pour l'avenir. C'est vraiment une nouvelle technologie qui pourrait être implémentée dans le futur. Donc, c'est vraiment excitant pour les membres de Polyloop et pour toute l'équipe de travailler sur un projet comme ça. On travaille avec beaucoup d'entreprises qui sont vraiment autant excités que nous. Fait que c'est vraiment un projet d'envergure. Polyloop, ben, c'est aussi avant tout une grande famille. Donc, l'année passée, on était plus de 60 membres dans l'équipe. On est encore plus de 60 membres. Et là, cette année, on a reçu plus de 50 applications pour rejoindre l'équipe. Donc, ça fait beaucoup de monde. Mais ça, c'est le fun parce que c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de travail d'équipe. C'est ça qui va rendre votre vie étudiante le fun à Poly. C'est ça qui va être le fun. Donc, on a plusieurs cohésions à travers l'année. On organise différentes activités. On a des activités à l'interne. L'année passée, on a fait des
des concours Polyloop, des défis Polyloop. Donc, c'est ça, il y a toutes sortes d'activités qui sont organisées au cours de l'année. Puis le but à travers tout ça, bien sûr, c'est d'avoir du fun tout en apprenant et en faisant de la recherche sur une nouvelle technologie. Là, je vous présente la capsule que nous, on développe, la capsule qui s'appelle Clark 1. Mes collègues pourront vous détailler un peu plus plus tard là, les spécifications techniques de la capsule. Mais ce que je trouve important de mentionner, en fait, c'est que nous, ce qu'on développe, c'est vraiment une micro-capsule. Donc, c'est vraiment un prototype non commercial. Puis souvent, les gens, ils font la confusion avec ça. Ils pensent qu'on développe tout le système avec le tube et une version commerciale. Mais nous, on se concentre vraiment uniquement sur une micro-capsule, donc vraiment un prototype dans le but de participer à une compétition. La compétition, souvent, ils vont construire le rail ou construire le tube dans l'infrastructure sur laquelle on va rouler. Là. Donc, nous, on ne s'occupe pas de ça, c'est vraiment la capsule. C'est une petite taille, c'est environ 2 mètres de long, 89 cm de largeur, 28 cm de hauteur. Donc, il n'y a personne qui va là-dedans. Il n'y a personne qui rentre dans la capsule. C'est vraiment un prototype. Et l'objectif qu'on s'est fixé cette année, c'est d'atteindre 300 km/h sur une distance de 1,25 km. C'est quand même un objectif ambitieux, mais on espère pouvoir l'atteindre. Actuellement, là, je peux vous donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur. Là, le record actuel, je pense que c'est Munich qui ont atteint environ quelque chose comme 480 km/h sur 1,25 km. Donc, 300 km/h pour une première année, c'est un bon objectif. Mais c'est ça, on est en bonne voie. Les compétitions, en fait, il y a 2 compétitions, une nouvelle compétition et la plus ancienne. La première compétition, c'est le Hyperloop Pod Competition qui se déroule en Californie. Dans le fond, c'est la première compétition qu'il y a eu qui a été annoncée en 2017. C'est un tube dépressurisé de 1,25 km qui se trouve dans les bureaux, dans les bureaux de SpaceX en Californie. Puis ça, dans le fond, il invite une cinquantaine d'universités dans le monde à y participer, à venir tester les capsules. Donc, c'est vraiment le fun. C'est notre objectif depuis le jour 1 de participer à cette compétition. Par contre, pour être honnête avec vous, c'est une compétition qui est un peu incertaine. Là. On n'a pas eu de nouvelles de cette compétition-là depuis 2 ans. Donc, un peu toutes les équipes dans le monde sont un peu sur le bout de leur chaise. Là. On attend des nouvelles de cette compétition-là. Donc, on espère un jour pouvoir y participer. Mais sinon, en attendant, on a une très bonne alternative là, qui est vraiment, vraiment récente. Une nouvelle initiative qui s'appelle le Canadian Hyperloop Conference. Donc, c'est un regroupement des universités canadiennes. On est, je pense, 7 universités canadiennes à développer le Hyperloop. Et le but de ça, dans le fond, ça serait de créer une compétition canadienne et des événements qui font la promotion de l'Hyperloop au Canada. C'est une organisation qui existe depuis déjà 1 an et ils ont organisé déjà des événements. D'ailleurs, on a un showcase de notre design qui est prévu pour 28 novembre. Donc, les équipes, les gestionnaires sont déjà en train de travailler là-dessus. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir enfin s'impliquer dans une compétition concrète. Puis eux, ils ont pour projet, puis ils sont d'ailleurs en train de la construire, là, de construire une piste d'essai sur laquelle on pourrait tester nos capsules. Puis ça aurait lieu l'été prochain, probablement là, en mai. La date n'est pas exacte encore. Mais c'est ça. Donc, il y a deux compétitions principales à lesquelles on pourrait participer. Puis pour rapidement terminer sur la présentation de l'équipe, je trouvais ça important quand même de vous montrer un peu la structure, comment on fonctionne en interne pour vous donner une idée. Donc, du côté gauche, ici, plus en bleu, là, on a vraiment toute la partie qu'on appelle l'équipe admin, l'équipe administrative. Donc, moi, je ne me suis pas présenté, en fait, là, je m'appelle François Carrier, je suis directeur. Puis dans le fond, je m'occupe vraiment plus de cette partie-là. Ici, à l'écran, il n'y a pas il manque, c'est pas à jour, là, mais il y a le directeur adjoint aussi qui est Simon, qui travaille avec moi pour gérer l'équipe admin. Donc, dans l'équipe admin, on a l'équipe événementielle, partenariat, communication et la trésorerie, et aussi maintenant, nouvellement, un VP stratégique. Et on a aussi maintenant tout le côté technique. Donc, c'est vraiment une partie, c'est comme deux grosses équipes. Donc, l'équipe technique est dirigée par le gestionnaire mécanique
gestionnaire électrique et gestionnaire des projets spéciaux, dans lesquels on va retrouver les chefs de toutes les équipes, propulsion, freinage, structure, alimentation, système, testing et piste d'essai. Donc, je vous laisserai mes collègues vous donner des détails par rapport à ces équipes-là. Et finalement, on a Erika, notre secrétaire générale, et Alexandre, gestionnaire de matériel aussi. Donc, on est un gros exécutif. On travaille ensemble, mais on est une grosse équipe aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de monde dans l'exécutif. Donc, c'est ça rapidement pour vous présenter l'équipe administrative. Donc, ça, c'est toutes des équipes que vous allez pouvoir rejoindre si jamais ça vous intéresse. Donc, je trouvais ça important aussi de vous en parler. Donc, ça, c'est l'exécutif en premier, l'exécutif administratif. Donc, on a moi, le directeur, Simon Lemieux, le directeur adjoint, qui va d'ailleurs prendre la direction à partir de Noël, parce que moi, je vais devoir quitter le pays. Et donc, Simon pourra prendre la relève de la société technique à partir de Noël. On a Brieux, qui est le VP partenaire. Mégane, qui est VP communication. Louis Martin, notre trésorier. Donc, c'est lui qui s'occupe du cash. Brandon, qui est notre VP stratégique. Et Erika, notre secrétaire générale. Donc, c'est ça. Les deux principales équipes que vous pourrez rejoindre dans l'équipe administrative, c'est les communications et les partenaires. Donc, je vais y aller un peu plus en détail dans ces équipes-là. Donc, en premier, l'équipe partenariat. L'équipe partenariat, en fait, qu'est-ce qu'ils s'occupent de faire? C'est vraiment eux qui vont, dans le fond, aller chercher les commandites. Parce qu'évidemment, c'est un projet, le projet Polyloop, c'est un projet qui n'est pas gratuit, ça coûte très, très cher. Donc, l'argent, il faut tout aller le chercher de partenaires qui sont prêts sous forme de dons. C'est vraiment des dons ou des commandites là, qui viennent nous donner de l'argent. Donc, on a une équipe complète qui s'occupe uniquement de ça. Et donc, ils vont aller faire des rencontres, ils vont discuter avec déjà nos partenaires. Ils vont en rechercher des nouveaux. Ils vont aussi, les partenaires, on leur promet une série d'avantages, de la visibilité, des avantages de recrutement. Fait qu'ils vont faire le suivi avec nos partenaires par rapport à ces avantages-là. Donc, c'est vraiment une expérience intéressante. C'est vraiment aussi excellent pour votre réseau professionnel, là. Je peux vous dire que personnellement, ayant été un peu impliqué à ce niveau-là, au niveau des partenaires, là, c'est vraiment bon. Après, quand vous cherchez un stage ou une job, vous avez beaucoup de contacts à travers cette équipe-là. Puis c'est vraiment différent de ce qu'on fait aussi à Poly. Donc, je vous encourage fortement là, à vous impliquer dans cette équipe. Puis à l'écran, vous pouvez voir déjà en ce moment, on a une quinzaine, un petit peu plus que 15 partenaires. Donc, Desjardins, qui est notre partenaire principal, Stantec, ainsi que Polytechnique et tout ce que vous voyez à l'écran. Mais ça, c'est toutes des compagnies avec lesquelles vous allez être amené à travailler, à discuter avec des gens à l'interne. Donc, c'est vraiment excitant. L'équipe communication. Donc, l'équipe communication, en fait, ça s'occupe, comme vous vous en doutez, des réseaux sociaux en premier. Donc, par exemple, Facebook, Instagram, LinkedIn, tous ces réseaux-là. Mais c'est vraiment plus que ça. Des fois, les gens pensent que communication, c'est juste les réseaux, mais c'est vraiment l'image de la société technique en général. Donc, on parle, par exemple, de créer du contenu photos et vidéos, le montage, faire des vidéos promotionnelles pour la société technique, ça rentre dans la communication. Des vêtements, des accessoires promotionnels, des t-shirts, des collants, toutes sortes d'affaires, des drapeaux, tout ça, tout ce qui est à l'image de Polyloop. C'est l'équipe communication qui vont développer ça. Et par exemple, aussi notre site web, c'est l'équipe communication qui s'en occupe. Donc, c'est vraiment une équipe intéressante aussi qui est différente de ce qu'on fait à Poly. Ce n'est pas du génie, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir appliquer aussi d'autres connaissances. Et finalement, l'équipe événementielle. Donc, l'équipe événementielle, c'est une équipe, admettons, on pourrait dire, sur deux volets. Donc, les événements à l'interne et des événements à l'externe. Donc, par exemple, organiser des événements à l'externe, je peux vous donner des exemples comme on prévoit bientôt un événement de test pour tester notre capsule. Donc, ça demande beaucoup de logistique, inviter nos partenaires, inviter les médias, les relations de presse, toute la logistique qu'il y a à travers ces événements-là. L'année passée, on a fait un webinaire en ligne sur les transports et les villes intelligentes que vous pouvez voir à l'écran.
On avait invité 4 personnes à venir discuter, 4 membres de l'industrie à venir discuter sous forme de webinaire avec un animateur sur les enjeux de transport. Donc, ça aussi, c'est des choses que comme l'équipe événementielle va organiser, des showcases, toutes sortes d'événements à l'externe. C'est vraiment intéressant. Mais aussi les événements à l'interne. Donc, par exemple, les cohésions, les activités, par exemple, on avait fait les défis Polyloop, comme je vous ai mentionné cet hiver. Donc, s'assurer que tout le monde ait du fun, c'est la job aussi de l'équipe événementielle. Donc, si ça vous tente, je vous invite fortement à appliquer. D'ailleurs, on n'a pas en ce moment de VP événementiel. Donc, si c'est un poste qui vous intéresse, le poste est libre en ce moment et c'est un poste de l'exécutif. Donc, vous pourriez rentrer directement dans l'exécutif. Et c'est tout pour ma part. Je vais maintenant laisser la parole à Jacob. Mais en fait, avant de te laisser la parole, Jacob, je voulais juste présenter rapidement l'équipe technique et ensuite tu pourrais y aller. Donc, du côté technique, on a Jacob ici, gestionnaire mécanique. On a Clara, qui est notre gestionnaire électrique, et Mathieu, notre gestionnaire des projets spéciaux. Les gestionnaires, eux, ils s'occupent vraiment plus d'un niveau, je dirais, global du projet, les échéanciers, le budget. Donc, c'est vraiment eux qui vont travailler, mettons, avec moi et l'équipe administrative pour s'assurer de l'avancement du projet. Et ensuite, on a les chefs de chacune des équipes. Chef freinage, qui est Arnaud, Simon, notre chef propulsion, Reine, notre chef alimentation, Alexandre, notre chef système, Félix, notre chef aérostructure, et Alexandre, qui est gestionnaire du matériel. Donc, ça, c'est un poste aussi très spécial qui nous aide énormément, qui fait l'achat des pièces, qui gère tout notre stock à l'atelier. Donc, c'est ça. Voici l'exécutif technique. Et donc, je vais laisser la parole à Jacob pour qu'il puisse enchaîner avec la présentation des équipes. Merci François. Comme François l'a dit, je m'appelle Jacob. Je suis gestionnaire mécanique de Polyloop. Je m'occupe des pôles freinage, propulsion et aérostructure. Donc, indirectement, je gérais Arnaud, Félix ou Simon pour ça. Fait que là, pour commencer par parler de propulsion, qui est un pôle très important, vous en doutez, parce que le but c'est d'aller vite, comme François l'a dit, à 300 km/h sur 1,25 km. Pour ça, on utilise une technologie d'un moteur à induction linéaire. Donc, vous pouvez voir, c'est l'image en haut à droite. C'est en fait plein de bobines qu'il va avoir. Il faut créer un champ magnétique pour un rail et avec des courants de Foucault, pour ceux qui se connaissent un peu plus, on va avancer avec ça. Donc, avec beaucoup d'énergie électrique, on peut créer un bon champ magnétique et donc une bonne force d'accélération. Puis là, juste plus mathématiquement, vous pouvez voir en bas à droite des simulations de champ magnétique, qu'est-ce que ça donne. Et pour avoir toujours des bons champs magnétiques, il faut varier la fréquence du courant électrique qui rentre. Pour ça, il y a un variateur de fréquence qui n'est pas montré sur les images en ce moment, mais qui est une pièce très importante. On travaille beaucoup là-dessus. Et comme je disais un peu plus tôt, on aura une poussée d'environ 400 newtons. Pour notre pod d'environ 150 kg, c'est 0,3, 0,4 G d'accélération, ce qui est quand même bien là, pour une première année, honnêtement, selon moi. Puis en 30 secondes, on devrait atteindre notre vitesse maximum. Ça, c'est pas mal notre design actuel. Puis prochainement, notre but, c'est d'augmenter la précision des simulations. Comme vous pouvez voir, ça semble précis, mais il y a quand même plein de petits points qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans la simulation et on a besoin de précision. Sinon, l'analyse thermique du système, c'est bien aussi, mais ce n'est pas encore fait. Fait que ça, c'est plus analyser où est-ce qu'il y aurait les points de surchauffe pour savoir où mettre les points d'isolation, où mettre les heat sinks, où est-ce qu'on décharge notre chaleur de trop. Et aussi l'ajout du système d'évitation magnétique parce qu'en ce moment, on n'a pas assez de personnes pour travailler dessus ça. Fait que c'est pas encore implémenté, mais c'est vraiment dans le projet et c'est déjà développé. Ah, puis je viens de voir en chat, quelqu'un devait y aller, c'est correct. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si c'est rapide, ils sont rapides à répondre, je vais répondre tout de suite, mais si ça prend un peu plus de temps, on va attendre à la fin de la présentation. Je vais changer de diapositive. Ça. Maintenant, pour le freinage, ça, c'est tout un système parce que ça, comme propulsion, on fait ça à 100% système. C'est important le freinage parce que si on va à 300 km/h, d'un coup, notre capsule, on en perd le contrôle, il faut être capable de freiner sans avoir le contrôle. C'est pour ça qu'il est fail-safe. Ça veut dire que techniquement, on force pour ne pas freiner. C'est comme tu peux penser à ça que sur ta voiture, tu appuies sur ton frein pour
pour freiner. Mais là, tu appuies sur ton frein pour ne pas freiner. Fait que dès que tu lâches la pédale, tu freines. Fait que c'est ça qu'on utilise comme principe. Fait qu'on a un piston hydraulique qui force en permanence pour pas que notre ressort qu'on voit en arrière du système de freinage se contracte. Ce qui fait en sorte que on force en permanence le système hydraulique, la pince est ouverte et on va arrêter d'accélérer ou on commence à freiner dès qu'on a une perte de puissance dans le système. Vous pouvez voir ce système hydraulique qui fonctionne et c'est un contrôle électronique, bien sûr, parce que même si c'est forcé, c'est pas 0,5 comme un intermédiaire. Et on a plein de valves hydrauliques, de contrôle électrique qui fait en sorte qu'on peut connaître exactement notre force de freinage. Et comme spec, on peut s'attendre à peu près à avoir 1 G de décélération. L'idée, c'est à peu près 10 mètres par seconde de décélération, ce qui est quand même assez vite. Si vous essayez ça en auto, pour quelqu'un qui n'est pas expérimenté, ça peut être quand même assez un freinage sec. Pour l'avenir, ce qu'on pourra faire en freinage, c'est alléger les composantes parce que plus on est léger, moins il y a de masse dans le pod, et moins de masse dans le pod, plus on peut accélérer vite, décélérer vite. Et aussi, s'améliorer le temps de réponse du système parce que des fois, l'hydraulique, dans notre cas, c'est un peu lent. Puis, pour un système performant, on espère avoir une réponse plus rapide, donc pouvoir freiner plus rapidement en cas de problème. Je vais changer de diapositive, François. Et finalement, pour aérostructure, ça, c'est plus flashy. Là. Vous pouvez voir la belle structure, à quoi ça ressemble. En ce moment, en bas à droite, vous pouvez voir ce qui est construit à l'atelier en ce moment, notre prototype de capsule. C'est un beau profil de Clark Y, qui est un profil d'aile d'avion. On s'est inspiré de ça pour faire notre capsule. C'est un très bon profil aérodynamique, même si techniquement, c'est dans le vide, c'est dépressurisé, mais des fois, ça peut qu'on utilise ça pas dans le vide, comme pour la compétition CHC, qui est probablement à l'air libre et non dans le vide dépressurisé. La structure en tant que telle est faite en aluminium, qui est un métal très léger, très bon contre la chaleur, fait que ça peut être un heat sink dans les pires cas. Sinon, pour l'aérostructure, c'est que beaucoup des supports du moteur, des freins, des batteries ou des capteurs. C'est ce que de faire la structure. Fait que c'est très modélisation 3D comme pôle. Et sinon, c'est aussi de la stabilisation, autant verticale qu'horizontale, parce qu'on va voir, on ne sait pas si la piste est droite à 100%, si on peut avoir des virages, on peut avoir des côtes, des descentes. Fait qu'il faut être prêt à absorber ces petites vibrations qui peuvent engendrer ça. Sinon, dans l'avenir, ce qu'on pourrait faire pour ce pôle-là, c'est faire une coque en fibre de carbone et non en aluminium, qui peut être juste très technologique, très léger, très facile. Facile, un peu difficile, mais ça se fait bien. En réduire du poids de la structure pour une raison que j'ai dit précédemment pour améliorer l'accélération et la décélération. Sinon, intégrer le système de lévitation, comme vous pouvez voir, il y a un petit trou en plein milieu de la capsule proche des freins pour où est-ce que c'est prévu que ce soit les éléments, mais ils ne sont pas encore là parce qu'on n'a pas eu le temps de designer ça à 100%. On manque du monde si vous êtes intéressé par ça. Puis sinon, c'est pas mal ça. Je peux laisser la parole à la prochaine personne, qui est Clara Turcotte. Vérifiez bien, est-ce qu'on m'entend? On t'entend bien. OK, super, merci Jacob. Bonjour, moi c'est Clara Turcotte, je suis la gestionnaire électrique. Je suis en génie chimique, c'est ma 2e année d'implication. Justement, j'ai commencé dans l'équipe énergie et alimentation. Donc, notre équipe ici, pas local, oui, je suis actuellement dans le local de Polyloop. beau local. Retour. Énergie alimentation, notre équipe, elle, son devoir, c'est de procurer de procurer les besoins énergétiques pour la capsule. On alimente propulsion, le système de freinage, les capteurs et les antennes. Donc, notre stratégie, c'est d'avoir 2 batteries. On a une batterie qui est à haute tension, composé de 1480 cellules, qui va être séparée en 2 packs le long de la capsule pour gérer le poids. Chaque pack est composé de 3 étages avec les cellules 60 en série et 12 en parallèle pour ainsi avoir une batterie totale de 240 volts et de 100 ampères. Ici, c'est faux, ce n'est pas 60 kWh, ça c'est le maximal en fait. La batterie va être capable de générer 42 kW. Ce qui est énorme. C'est une grosse batterie, mais c'est important parce qu'on veut être capable de tirer assez de jus pour atteindre la vitesse de 300 km/h. Et ça, c'est pour juste propulsion. Ensuite, on a la batterie basse tension qui va servir à alimenter les plus petits systèmes comme freinage
et communication, antenne, nanana. Cela est juste de 24 volts, ce qui devrait être suffisant. Il va y avoir des convertisseurs pour ainsi faire un step-down du voltage pour alimenter ces plus petites composantes-là. Donc, dans notre équipe, les sujets d'intérêt, ça va être le design de la batterie. On fait notre propre design. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment est-ce qu'on construit une batterie, vous êtes à la bonne place. On le fait en CAD. Après ça, on fait aussi la propre construction de notre boîtier qui est fait en aluminium et plexiglas pour l'esthétique. On fait l'intégration du BMS. On utilise un BMS Professional Master avec des slaves en chaîne, en daisy chain. Si c'est le BMS qui vous intéresse, on a beaucoup besoin d'aide en ce moment pour ça. Et finalement, on a la gestion des fils et des connecteurs à finaliser. Pour cette session-ci, c'est pas mal ça. Pour les sessions prochaines, les améliorations à faire, ça va être pour le système de refroidissement. On prévoit utiliser un système de refroidissement solide qui deviendrait liquide au fur et à mesure que ça chauffe, parce que ça va être sous vide. Fait que si on fait la compétition en Californie, il faudrait s'adapter au sous-vide, ce qui est donc il faudrait avoir un boîtier hermétique. Il faudrait s'assurer que nos cellules soient adaptées au sous-vide et adaptées à un bon système de refroidissement. Donc, c'est pas mal ça pour énergie et alimentation. Merci beaucoup pour le switch. Pour système embarqué et communication, donc dans cette équipe-là, on a 3 sous-équipes dans le fond. On a les équipes capteurs, contrôle et base station. Dans les capteurs, on a 4 capteurs du moment. On a celles de température infrarouge. On a des capteurs de bande réfléchissante qui, dans le fond, vont nous aider à gérer la position de la capsule sur la piste, savoir où est-ce qu'elle est rendue. On va avoir un capteur de crawling qui va être installé au bout de la piste qui sert à savoir, est-ce qu'on est rendu proche de la fin? Est-ce qu'on va pogner le mur? Non, c'est quoi la distance? Et finalement, accéléromètre. Pour ces capteurs-là, on programme des microcontrôleurs pour chaque. Donc, si vous vous connaissez en microcontrôleur, on a besoin de vous. On serait vraiment content de vous avoir. Donc, dans les sujets d'intérêt, comme j'ai dit, il y a les microcontrôleurs. Il va falloir tester ces capteurs. Il va falloir les installer dans la capsule. Pour le contrôle, donc, on travaille aussi sur la programmation d'un software custom pour le contrôle général de notre capsule. On voulait aussi faire des PCB custom, mais par manque de temps, on va changer ça par des microcontrôleurs. Par contre, pour les sessions prochaines, si c'est les PCB qui vous intéressent, on va vraiment travailler là-dessus, mais plus en hiver. Donc, si vous êtes bon en programmation en langage CC, c'est pour vous. Et finalement, on a la sous-équipe Base Station qui s'occupe, dans le fond, de l'interface web graphique. Donc, là-dedans, il y a de la programmation de front-end et de back-end, des bases de données en SQL pour tous nos paramètres comme la température, le vitesse, you name it, toutes les valeurs en temps réel de la capsule pour pouvoir les afficher et c'est ça, faire ça. Short and sweet, c'est pas mal ça. C'est Alexandre Hébert, notre chef de système embarqué. Si jamais vous avez n'importe quelle question, il va pouvoir vous répondre. Programmation, c'est pas même mon fort, mais il est super gentil et il va vous aider dans votre intégration. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Mathieu. Je suis gestionnaire des projets spéciaux. Est-ce qu'on peut juste me confirmer qu'on m'entend bien? Yes. Okay. Yep. On me confirme qu'on m'entend bien, c'est parfait. Peut-être que certains d'entre vous m'ont vu à la foire OST aujourd'hui. Puis c'est ça, donc moi gestionnaire projets spéciaux. Pourquoi projets spéciaux? C'est principalement parce qu'en fait on ne travaille pas dans la capsule sur mes équipes. Donc c'est tout ce qui va être en dehors. Puis principalement en fait ça va être des systèmes de test pour que les autres équipes qui, elles, travaillent sur la capsule puissent tester tout leur système. Donc actuellement, en fait, il y a 2 projets
on a d'abord le banc d'essai, puis la piste d'essai. C'est deux équipes différentes. Le banc d'essai, donc on travaille sur une roue d'inertie en aluminium. Le but, en fait, c'est que cette roue, elle simule le rail de la compétition et qu'en la faisant tourner, en fait, on puisse simuler les vitesses que les différents sous-systèmes vont devoir subir lors d'un run. Donc, cette roue, elle fait 26 pouces de diamètre. On peut la faire tourner jusqu'à 3500 tours minute, normalement, en théorie. Puis, elle va nous permettre de tester en fait, différents sous-systèmes dans la capsule, donc notamment les freins, les capteurs de bande réfléchissante, les roues stabilisatrices et systèmes de lévitation, puis peut-être d'autres par la suite. Là, actuellement, cette roue, elle est en train d'être assemblée. Ça fait maintenant presque 1 an qu'on travaille dessus. Puis, on touche un peu au but. Là, on a reçu vraiment toutes les pièces. Puis, normalement, dans les semaines qui suivent, elle devrait être opérationnelle. Puis, le deuxième projet qu'on a, c'est la piste d'essai. Donc, ça, c'est un projet plus récent. La première itération de la piste là qu'on est en train de faire, ce serait une piste de 15 mètres de long qui serait installée en fait à l'arrière de l'atelier DST et qui serait totalement temporaire. Donc, ce serait vraiment pour faire des tests sur l'espace d'une fin de semaine. Donc, le vendredi ou samedi, on installe la piste et le dimanche soir, il faut que tout soit enlevé. Et c'est ça. Donc, ce serait vraiment on ne ferait pas des tests de vitesse vraiment dessus parce que c'est beaucoup trop court. Mais ce serait vraiment pour voir si la capsule se comporte bien, si elle est capable de fitter sur le rail, si on est capable d'accélérer, de freiner, de bien la contrôler. Puis, ce serait aussi en fait une manière de créer de l'engouement, puis de montrer à des futurs potentiels partenaires qu'on est capable de faire des tests et qu'on a des choses à montrer et qu'on serait prêt à avoir une piste plus longue par la suite. Donc ça, ce serait un objectif à long terme de l'équipe, de participer à l'élaboration d'une piste d'essai à long terme. On mise sur 200-300 mètres, mais et voilà, pour l'instant, c'est assez hypothétique. Globalement, c'est des projets assez multidisciplinaires. Genre, il y a vraiment de tout, particulièrement la roue. La roue, il y a de l'électricité, il y a de la mécanique, il y a de la physique, il y a également de la programmation avec les capteurs. Donc, c'est vraiment des projets indépendants en eux-mêmes, puis qui nécessitent tout type de génie et tout type d'expérience. C'est aussi des projets qui nécessitent pas mal d'implications, je dirais, techniques et en termes de fabrication. Moi, honnêtement, les dernières semaines, j'ai passé beaucoup de temps à l'atelier pour fabriquer ces systèmes et faire en sorte qu'ils fonctionnent. Donc, c'est ça. Si jamais vous êtes intéressé par la fabrication et que vous avez envie de mettre la main à la pâte, vraiment, c'est des projets qui sont aussi intéressants et qui aident l'équipe énormément. Super. Merci, Mathieu. Donc, je vais justement compléter sur ce que tu venais de dire, la piste d'essai, en fait, la piste d'essai plus longue. C'est d'ailleurs un projet, juste vous en parler rapidement, parce que c'est potentiellement, si vous êtes par exemple en génie civil ou en génie industriel, puis peut-être que vous, je sais pas, vous voyez peut-être moins le fit avec d'autres équipes, bien, c'est un projet qui pourrait être vraiment excellent pour vous. Donc, comme Mathieu l'a mentionné, on aurait pour projet à long terme de construire une piste Hyperloop à ciel ouvert de 350 mètres environ. Ce serait la première piste Hyperloop au Québec. Donc, ça nous permettrait évidemment de tester notre capsule localement là, pour aller à plus grande vitesse. Parce que pour l'instant, le seul endroit où on peut tester notre capsule, c'est aux compétitions. Donc, soit en Californie, mais là, il y a comme plus de compétition, ou soit à CHC une fois par année. Mais le but, ce serait de tester notre capsule plus qu'une fois par année. Donc, c'est ça l'objectif de ce projet-là. C'est vraiment un projet, si vous êtes, comme je dis, en génie civil, génie indus, c'est un projet multidisciplinaire, vraiment, dont il y aurait la conception du design. Vous pouvez voir une idée qui a été imaginée par l'équipe de Waterloo qui construisent aussi un rail de test comme ça. Mais ça serait donc, c'est ça, la conception du design, mais aussi la gestion de projet envers tout ça, la gestion des opérations, parce que ça implique beaucoup de logistique, ça implique du stockage, du transport, de l'installation. C'est vraiment la gestion de projet, des protocoles de santé et sécurité, des tests. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses que ce projet-là touche.
Puis justement, on est en train de monter une équipe pour s'occuper de ce projet-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, ça pourrait être très, très intéressant pour vous. Et c'est ça, dans le fond aussi, pour terminer, là, il y aurait le travail avec Polytechnique, qui est potentiellement un partenaire qui pourrait s'impliquer, mais aussi nos partenaires avec qui pourraient financer le projet, mais aussi nous aider au niveau de l'expertise, donc des compagnies qui pourraient sous-traiter certaines parties de génie de conseil ou peu importe. Donc, ça serait vraiment une occasion pour vous de travailler sur un projet très, très concret avec des partenaires, puis de voir vraiment toute l'étendue de ce projet-là. Donc maintenant, je vais rentrer dans peut-être ce qui vous intéresse le plus, le processus de recrutement. Donc, comment en fait on va procéder pour le recrutement, si vous voulez continuer avec nous. En fait, donc, on va avoir une sélection cette année. C'est vraiment une première. L'année passée, il n'y a pas eu de sélection. Mais cette année, en fait, on a reçu, comme je le disais tantôt, plus d'une cinquantaine d'applications sur notre formulaire en ligne. Donc, c'est ça, il y a 50 personnes qui ont appliqué. Puis, on a discuté avec les différents chefs techniques. Et en ce moment, on aurait peut-être à peu près 20 postes techniques qui seraient disponibles. Ça, en fait, on fait ça. Pourquoi une sélection? C'est que l'année passée, on n'a pas fait de sélection. Puis il y a eu beaucoup, beaucoup de nouveaux qui se sont joints à l'équipe en même temps. Et ça a fait énormément de pression pour les chefs techniques qui ont dû gérer, puis intégrer, puis donner de la formation à ces nouveaux-là. Donc, ça leur ralentit leur travail. Puis au final, il y en a peut-être, mettons, la moitié qui sont restés. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le projet qui étaient finalement pas tant intéressées que ça, puis que les chefs ont donné beaucoup de temps pour les former. Donc, cette année, on préfère s'éviter cette situation-là. C'est pourquoi on fait une sélection. Donc, on verra avec le nombre d'applications officielles et tout. C'est ça. Les critères de sélection, là, peut-être que vous êtes stressé, vous dites, ah, ben là, je suis en première année, je suis en prépa ou je n'ai pas beaucoup d'expérience technique. N'ayez pas peur. Pour vrai, les critères de sélection principaux, ça va être vraiment la motivation des gens, l'éthique de travail, parce qu'on a envie d'avoir des gens qui s'impliquent dans le projet, qui n'ont pas peur de donner leur temps, qui sont capables de balancer l'école et un projet de cette envergure-là. Donc, vraiment des gens qui sont motivés à s'impliquer, qui sont disponibles, puis qui sont prêts à s'engager à 100% dans l'équipe. Fait que même si vous n'avez pas d'expérience technique, c'est pas grave, mais c'est sûr que les compétences techniques peuvent être un atout. Si vous dites, ah, j'ai travaillé là-dessus, puis on recherche quelqu'un qui a des compétences particulières dans un domaine, bien, c'est sûr que ça peut être un atout pour la sélection. Puis évidemment, on cherche des gens aussi qui sont capables de coopérer et de travailler en équipe parce que c'est un projet, comme j'ai dit, là, on est plus que 70, on va sûrement augmenter ce nombre-là 80-90. Donc, c'est vraiment important. Là, on n'est pas tout seul à travailler sur nos choses. Là, donc, c'est un travail d'équipe. Puis ça demande de la coopération, de la collaboration, de la discussion avec les gens. Puis il faut des gens qui sont capables de coopérer. Donc, c'est ça pour la sélection. Les places disponibles, juste pour vous donner une idée en général, là, ça se peut que ça change. C'est juste vraiment une estimation. On va en reparler avec l'équipe technique. Mais mettons, pour vous donner une idée, propulsion, on parle de peut-être 3-4 postes. Peu importe le génie, là, sûrement méca, physique, élec. C'est beaucoup de simulations dans l'équipe de propulsion. Donc, si ça vous intéresse, il y a l'équipe de propulsion, freinage, 2-3 en méca, 1-2 en élec, alimentation, 2 personnes en élec, peut-être 3. Système, 4-5 personnes, c'est surtout des gens en infologue ou en élec aussi. Aérostructure, sont déjà beaucoup dans l'équipe, peut-être juste 2-3 personnes dans l'équipe, 2-3 postes de disponibles. Et testing, test track, l'équipe de Mathieu, peut-être 3-4 personnes, peut-être plus, dépendamment des besoins de Mathieu. Donc, tout ça, vous pouvez voir que ça fait à peu près 20 quelques personnes de disponibles, de postes de disponibles pour l'équipe technique. Mais on a aussi l'équipe administration qu'on a besoin énormément de gens. Donc, si par exemple les communications, ça vous intéresse, ou les partenariats, ou même l'équipe piste d'essai que je vous ai parlé tantôt, c'est des équipes aussi que c'est sûr qu'il n'y aura pas de limite. C'est sûr que s'il y a 20 personnes qui appliquent dans ces équipes-là, on va fixer une limite, là, mais c'est ça.
Ça peut être aussi des équipes très le fun avec qui travailler, donc n'hésitez pas à appliquer. Puis c'est pour ça aussi qu'on va vous demander de faire votre premier, votre deuxième et votre troisième choix. Par exemple, je vous dis, par exemple, une équipe technique. Mettons, vous, aérostructure, ça vous tente vraiment, vraiment beaucoup, mais il y a juste 2 spots. Mais là, vous n'êtes pas sélectionné en aérostructure, mais vous pourriez très bien venir travailler avec l'équipe de partenaires. Donc c'est ça. On va vous demander de faire un premier, deuxième et troisième choix. Donc, comment on va procéder dans le fond? Ça, c'est super important là, de prendre ça en note et de comprendre ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, c'est que vous avez tous rempli, ou presque tous, là, un formulaire d'inscription en ligne sur notre site Web. Ce formulaire-là, la date limite, c'est demain. Donc, on va arrêter de prendre les inscriptions demain. Donc, si vous avez des amis intéressés ou whatever, dites-leur, il faut s'inscrire absolument sur le site Web. Ensuite, avec les courriels qu'on va avoir récoltés par ce formulaire-là, on va vous envoyer un autre formulaire qui est plus technique. Donc, ce formulaire-là, on va vous demander peut-être plus des questions comme est-ce que vous avez d'expérience en tel type de travail technique ou ce genre de choses-là. Pour vraiment c'est comme un peu un CV informel, là, mais c'est pour vraiment apprendre à connaître vos compétences et vos expériences. Si vous avez déjà fait partie de ST ou de projets similaires qui pourraient être pertinents pour vous faire sélectionner. Mais on ne va pas évidemment baser notre choix uniquement là-dessus. La deuxième chose qui va arriver, c'est qu'on va organiser une journée d'accueil des nouveaux le samedi 25 septembre prochain de 13h à 16h dans un parc. Donc ça va être aussi l'occasion pour nous de vous rencontrer, les nouveaux qui sont intéressés, mais aussi pour voir comment on va organiser différentes activités, puis on va voir comment vous interagissez en équipe et tout ça. Donc, c'est vraiment un mix de cette journée-là, dans cette journée d'accueil-là et de votre expérience technique, si on peut dire, là, qui va déterminer qui va faire notre choix. Puis, c'est ça. Donc, je veux vous assurer aussi, il n'y aura pas de favoritisme. Ce n'est pas parce qu'on connaît du monde qu'on va les choisir nécessairement. Aussi, c'est sûr qu'on va essayer d'équilibrer l'équipe le plus possible. Encore une fois, si vous êtes en prépa ou en première, inquiétez-vous pas, là, on ne va pas juste prendre, mettons, des 3 4e années, parce que nous aussi, le but là-dedans, c'est de bâtir une relève pour Polyloop. C'est sûr qu'il faut prendre des gens de première ou de 2e année. Donc, c'est ça. Le but, c'est vraiment de bâtir une relève. Donc, on va essayer de monter une équipe équilibrée de tous les génies, de toutes les années. Et il n'y aura pas évidemment de discrimination. Là, on va faire très, très attention à ça. On va essayer d'être le plus fair possible à travers tout ce processus-là de sélection. Mais c'est ça, dans le fond, on est obligé, dans le fond, il y a trop d'applications cette année. C'est un beau problème à avoir, là, mais on est obligé de faire une sélection, malheureusement. Ça, c'est pour résumer tout ce que je viens de dire. Donc, 17 septembre, date limite d'inscription en ligne. 24 septembre, c'est la date limite pour remplir le formulaire technique. Donc, c'est le vendredi prochain. Le samedi, ça va être la journée d'intégration des nouveaux, la journée d'accueil le 25. Le 26 septembre, le lendemain ou le surlendemain, on va probablement vous envoyer notre décision sur la sélection de l'équipe. Puis ensuite, qu'est-ce qui est important aussi, que je n'ai pas mentionné, mais pour ceux qui vont être sélectionnés, il faut prévoir aussi le 2 octobre. Ça va être notre première cohésion avec toute l'équipe, donc le reste de l'équipe que vous n'avez peut-être pas nécessairement rencontré le 25 septembre, là, mais ça va être la première cohésion et la prise de photos. Donc, si vous n'êtes pas là et vous êtes sélectionné dans l'équipe, mais vous n'avez pas votre photo sur le site Web. C'est vraiment important de prévoir cette journée-là et à travers tous les documents aussi. Puis le lendemain, ça va être la première rencontre bimestrielle. Donc, ça, c'est comme une rencontre où on va vraiment aller en détail, mais c'est une rencontre à l'interne dans l'équipe, où on va aller en détail sur les avancées de chaque équipe, ce qui reste à faire, et ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup, là, ça fait beaucoup de choses, mais c'est ça, dans le fond, rentrer dans une ST, il faut s'attendre à mettre du temps là-dedans. Et ça va être intense pour les 2 prochaines semaines, mais ensuite, là, vous allez vraiment embarquer dans l'équipe. Puis je suis sûr que vous allez avoir du fun à travers ça.
Puis un peu plus de détails sur la journée d'intégration des nouveaux. Il y a une faute d'orthographe ici, ma bad, il n'y a pas de X. Mais en fait, c'est ça va être le samedi 25 septembre à 13h jusqu'à environ 16h. Là, on verra le temps que ça dure. Mais en après-midi, le samedi 25 septembre, au parc Jean-Briand à Montréal, donc en face du HEC, là, ici dans le campus de l'UDM. Puis c'est ça, on va vous envoyer des informations par courriel aussi, les détails. Habillez-vous pour jouer dehors, habillez-vous pas tout beau. Là, on va sûrement faire des activités de dehors et se salir peut-être. Là, donc, habillez-vous en running, tout ça pour jouer dehors. Et donc, c'est ça, ça conclut la rencontre. Fait que merci de nous avoir écoutés. On espère qu'on a suscité l'intérêt là, pour joindre à l'équipe. On a vraiment hâte de vous revoir. Et c'est ça. Si vous avez des questions, allez-y. Ça va être la période des questions. J'en vois peut-être déjà dans le chat. Non, pas de questions dans le chat. Donc, allez-y, là, vraiment, activez vos micros, même vos caméras pour poser vos questions s'il y en a. Moi, je vais juste attendre, by the way, je vais rester silencieux. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va juste rester ici peut-être 10-15 minutes, puis après, on va quitter. Le local de. Oui, juste rapidement avant, là, il y a une question dans le chat. Le local de Polyloop, c'est le A323. Donc, c'est au 3e étage du pavillon principal. Et donc, c'est ça, c'est comme sur le côté. Vous pouvez venir nous voir n'importe quand. On serait très content de vous voir. Oups. Oui, bonne question de Gabriel Billard. En fait, la journée d'intégration, oui, malheureusement, là, elle va être fixe. On a décidé ça va être compliqué là, s'il y a des absents puis qu'on en organise une deuxième et tout ça. Là, fait qu'on a vraiment décidé de garder ça fixe le 25. Donc, si vous ne pouvez pas être là, c'est sûr, c'est malheureux, mais en même temps, c'est ça. Si vous remplissez le formulaire technique, et que, je ne sais pas, vous êtes impliqué d'une certaine autre façon, que vous venez nous voir au local ou peu importe, puis qu'on a l'occasion de vous rencontrer, ça ne va peut-être pas non plus, c'est pas parce que ce n'est pas le 25 que vous êtes automatiquement pas pris, mais c'est sûr que ça serait vraiment mieux d'être là, ça va diminuer vos chances, mettons. Mais c'est ça, si vous faites l'effort supplémentaire là, de venir nous rencontrer et tout ça, c'est sûr qu'on va peut-être garder votre nom en tête pour la suite des choses. Et là, on a une deuxième question. François, juste compléter ta réponse. Oui, vas-y. Ça, en fait, c'est que si tu prends le temps de répondre à notre questionnaire de notre deuxième formulaire, ça montre déjà que tu es un peu intéressé. Puis surtout, en fait, c'est que si tu ne viens pas le 25, c'est vraiment important que tu viennes le 2, mettons que tu es prise dans ce sens-là. Pour dire que tu es vraiment intéressé par le projet et que tu es là. Ouais. Juste ça, je voulais dire, François, tu peux continuer. Super, merci. Je suis en train de lire la deuxième question. Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est vrai qu'on n'en a pas pantoute parlé. J'ai oublié de parler de ça. L'estimation, dans le fond, de l'échéancier, là, à voir, là, mais dans le fond, en ce moment, on a déjà pas mal fini le design de notre première capsule. Donc, ça fait à peu près 1 an qu'on travaille là-dessus. Là. C'est vraiment une année intense sur le design.
Et là, présentement, on est en train de la construire, la capsule. Donc, notre objectif initial, c'était de finir la capsule pour environ 1er novembre pour pouvoir la tester avant la première neige. Dans le fond, comme on disait, il y a le petit test track de 15 mètres. Puis le but, ça serait avant la première neige de pouvoir tester, faire les premiers tests sur ce petit test track-là. Là, on a peut-être des petits retards avec les fournisseurs et tout ça. Donc, à voir pour le 1er novembre, mais c'est vraiment l'objectif en ce moment. Et on verra par la suite. Ouais. Good. Allez-y si vous avez d'autres questions, encore une fois. Encore peut-être 2 petites minutes, là, puis s'il n'y a pas d'autres questions dans 2 minutes, on va quitter l'appel. Allô, vous m'entendez? Allô, oui. Oui, moi c'est Vincent. En fait, c'est vrai que j'étais un peu confus avec la présentation. J'ai constaté qu'on a beaucoup parlé de refroidissement dans chaque étape. Par exemple, alimentation, on parlait de refroidissement et dans la propulsion aussi. Mais je me demandais, quand je regardais le concept j'ai regardé un peu l'aperçu, euh, c'est comme de lévitation magnétique. Je ne sais pas comment le dire, mais ça consiste à refroidir. Pour que la capsule puisse se déplacer, il faut refroidir. Ce n'est pas le chemin. En fait, c'est que je comprends ce que tu veux dire, mais la lévitation, c'est vraiment magnétique par courant de Foucault. Si tu veux vraiment dire par rapport à ça, il n'y a vraiment aucun refroidissement là-dedans. C'est purement magnétique, deux champs magnétiques qui s'opposent. Ah, OK. Là, c'est plus clair, là, merci. Ouais, mais c'est vrai que tu disais par rapport à toutes les capsules à chaleur générée, ça, c'est un problème qu'il faut résoudre genre à plus ou moins court terme ou long terme là, pour d'autres capsules. Là, parce que c'est vrai que ça problème de toute la chaleur générée par le moteur et les batteries. OK. Parce que là, ça veut dire quand on parle du test en Californie dans un tube dépressurisé, c'est toujours à partir du champ magnétique ou dans ce contexte-là, ça sera… Encore champ magnétique toujours. OK, d'accord. Ouais, ça, les champs magnétiques, ils ne dépendent pas de la pression ambiante. Ils dépendent vraiment juste des propriétés de l'aimant puis du rail d'aluminium. OK. Merci. Ça fait plaisir. François, une petite question pour toi dans le chat en ce moment. Ouais, super, merci. Ouais, je n'avais pas vu. Donc, c'est ça, dans le fond, le deuxième formulaire, on attend dans le fond, la date limite pour s'inscrire au formulaire en ligne, c'est demain. Puis sûrement là, que ce week-end, on va envoyer le deuxième formulaire technique. Merci. À toi. All right. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer l'appel. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'être venu à la présentation, à la séance d'info, puis en espérant vous revoir très bientôt. Merci beaucoup.